J'étais déployé au milieu du conflit Iran-Israël, dormant dans un bunker en béton, écoutant les alertes aux missiles résonner dans la nuit lorsque mon téléphone a vibré. Ce n'était pas un avertissement. Ce n'était pas une urgence venant de la maison. C'était un message de mon mari. Court, froid, sans appel. Il me disait qu'il avait vidé nos comptes et demandé le divorce. Aucune explication, aucune hésitation, aucune culpabilité. J'ai fixé l'écran plus longtemps que je n'avais jamais fixé une carte de champ de bataille. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai même pas argumenté. J'ai juste répondu, bien reçu. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mon silence n'était pas une reddition. C'était une préparation. Et le moment où il a réalisé ce que j'avais déjà mis en place, c'est là que sa panique a vraiment commencé. Avant de partager mon histoire, je veux savoir que vous êtes ici avec moi. Dites simplement à l'écoute ou dans les commentaires ou dites-moi d'où vous regardez. Parfois, même la plus petite connexion permet à une histoire de se sentir entendue. Merci. Et maintenant, voici mon histoire. Je m'appelle Amélie Lacroix. Cette chaîne est l'endroit où les vraies trahisons, la force tranquille et le genre de justice que personne ne voit venir sont racontées sans filtre. Si vous pensez que des histoires comme la mienne méritent d'être entendues, abonnez-vous. Cela aide plus que vous ne le pensez, et cela me rappelle que je ne raconte pas cela toute seule. Je suis Amélie Lacroix, officier du renseignement militaire français, déployé sur une base opérationnelle avancée au Moyen-Orient alors que le conflit Iran-Israël s'intensifiait vers une escalade ouverte. Mes journées commençaient et se terminaient dans la même salle d'opération sans fenêtre. Des lumières fluorescentes froides bourdonnant au-dessus de rangées d'écrans. Des balayages radars pulsant sur des cartes numériques. Des coordonnées mises à jour en temps réel alors que les menaces évoluaient d'heure en heure. Les alertes aux missiles coupaient les conversations sans avertissement. Le sommeil venait par fragments mesurés en minutes, pas en heures. La guerre a son propre rythme, et j'avais appris à vivre à l'intérieur sans perdre ma concentration. Pourtant, peu importe le chaos du champ de bataille, il y avait une image que je portais avec moi comme une encre constante. Notre maison à Annecy, en Haute-Savoie, les rues calmes, le poids familier d'une vie normale attendant de l'autre côté du déploiement, et Étienne Lacroix, mon mari, l'homme qui, je le croyais, maintenait tout ensemble pendant que j'étais parti. J'avais déjà vu la trahison. À la guerre, elle porte de nombreux uniformes. Les alliés changent de camp. Les sources disparaissent. Les promesses expirent sans préavis. Mais je n'avais jamais imaginé que la trahison viendrait de mon propre foyer. Après 11 ans de mariage, je croyais comprendre Étienne assez bien pour savoir où étaient les limites. J'étais la principale source de revenus, celle qui structurait nos finances, diversifiait nos actifs, construisait des garde-fous aussi soigneusement que je construisais des plans opérationnels. Étienne gérait la maison, la vie quotidienne, l'espace que je ne pouvais pas occuper pendant que je servais. Je lui faisais confiance non pas parce que j'étais naïve, mais parce que la confiance semblait méritée. Dans les jours précédant mon déploiement, il y a eu de petits moments que j'ai remarqués et discrètement classés. Étienne posait plus de questions que d'habitude sur nos comptes conjoints. Il a mentionné nonchalamment au début qu'il pourrait être judicieux d'optimiser les flux de trésorerie en euros pendant que j'étais outre-mer. Il a présenté cela comme de la responsabilité, comme une préparation. J'ai écouté. J'en ai pris acte. Et puis j'ai laissé passer. J'étais sur le point d'entrer dans une zone de conflit active. Mon attention devait être ailleurs. Plus important encore, je faisais confiance au système que j'avais déjà mis en place. Lorsque je suis monté à bord de l'avion de transport militaire, je l'ai fait en croyant que mon monde avait été sécurisé sur tous les fronts. Je suis entré en guerre, convaincu que mes arrières étaient verrouillées, stables, intouchables. Ce que je ne savais pas, c'est que la porte derrière moi avait déjà commencé à s'ouvrir doucement de l'intérieur. Quelques semaines après le début du déploiement, la vie s'est installée dans un schéma tendu mais prévisible. De longues heures à analyser les flux de renseignements, des briefings tactiques superposés à des informations incomplètes, un sommeil interrompu et des recalibrages sans fin alors que la situation sur le terrain changeait quotidiennement. La communication avec la métropole était brève et fonctionnelle. Le genre que la plupart des familles militaires comprennent instinctivement. Des appels courts, pas de drame, pas de mots inutiles. Au début, rien ne semblait clocher. Puis, lentement, le ton a changé. Lors de nos appels, Étienne a arrêté de parler de son travail. Il détournait la conversation quand je demandais comment se passaient ses journées, ramenant la discussion sur moi,
sur la logistique, sur les finances. Il demandait combien de comptes d'investissement séparés je maintenais encore, si des actifs étaient détenus uniquement à mon nom, s'il y avait des fonds que je n'avais pas entièrement divulgués avant le déploiement. Les questions étaient inutiles et ne lui ressemblaient pas. Je l'ai remarqué immédiatement. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas accusé. J'ai écouté. Dans le travail de renseignement, la réaction est secondaire par rapport à l'observation. C'est à ce moment-là qu'il a mentionné son nom, Roxane Blanc. Il l'a décrite comme une consultante financière qu'il avait rencontrée lors d'un séminaire professionnel à Lyon. Une femme qui, selon lui, était exceptionnellement vive, perspicace et généreuse en conseil. La façon dont il parlait d'elle ressortait. Pas émotionnelle, pas séductrice. Autre chose, de la dépendance, comme si ses opinions avaient soudainement plus de poids que les miennes. Je ne l'ai pas questionné. Je n'ai pas exprimé de jalousie. J'ai fait ce que je fais toujours quand quelque chose semble anormal. J'ai commencé à suivre les schémas. J'ai noté les dates. J'ai comparé les choix de mots. J'ai mesuré la fréquence. Chaque appel, chaque message devenait un point de données. Depuis la base, j'ai effectué des vérifications à distance sur nos alertes bancaires. Tout était calme. Pas de gros virements, pas de mouvements évidents. Pour la plupart des gens, ce silence aurait été rassurant. Pour moi, il ne l'était pas. Dans les affaires de fraude sur lesquelles j'avais travaillé au fil des ans, le silence était rarement synonyme d'innocence. Plus souvent, c'était une mise en scène, une préparation. À la fin de ce deuxième mois, j'étais arrivé à une conclusion que je n'ai pas exprimée à voix haute. Si quelque chose n'allait pas, cela ne s'était pas encore produit. Mais cela avait été planifié, et ce qui allait arriver ne serait pas impulsif. La nuit où c'est arrivé, la base était en état d'alerte maximale. Les sirènes fendaient l'air à intervalles précis et répétés, et les voix se déplaçaient rapidement sur le sol des opérations alors que les ordres étaient émis et reconnus sans hésitation. Je venais de sortir d'un briefing tactique, ma tête encore pleine de coordonnées et de probabilités, lorsque mon appareil personnel a vibré contre ma paume. Les messages personnels étaient rares là-bas, et pendant une brève seconde, j'ai pensé que cela pouvait être une erreur système. Ce n'en était pas une. C'était Étienne. Le message était court, dépouillé de chaleur, dépouillé d'explications. Il disait qu'il avait demandé le divorce. Un avocat me contacterait. Je ne devais pas l'appeler. Il n'y avait pas de colère dans les mots, pas d'excuses, juste une décision clinique et nette livrée alors que j'étais à l'autre bout du monde. Je n'ai pas ressenti de choc, pas immédiatement. La douleur n'est pas arrivée non plus. Ce qui s'est enregistré en premier, c'était le timing, la précision. Il avait choisi un moment où je ne pouvais pas quitter la base, où je ne pouvais apparaître dans aucun tribunal judiciaire, où la distance jouait entièrement en sa faveur. Il savait exactement où j'étais et ce que cela signifiait. La réalisation s'est installée tranquillement comme une confirmation finale de quelque chose que j'avais déjà soupçonné. Je suis resté là plus longtemps que nécessaire, le bruit de la base s'estompant en arrière-plan alors que je relisais le message. Puis j'ai fait ce que je fais toujours quand quelque chose semble aller mal. J'ai vérifié les systèmes. J'ai ouvert mes alertes financières et j'ai attendu. En quelques minutes, elles sont apparues. De petites transactions proprement divisées, espacées juste assez pour éviter une détection immédiate. C'était un schéma que j'ai reconnu instantanément. Pas de désespoir, pas d'impulsion, de la distribution. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai rien écrit qui puisse être interprété comme de l'émotion. J'ai tapé un seul mot et je l'ai envoyé. Bien reçu. Si Étienne a interprété cela comme une reddition, c'était son erreur. Pour moi, c'était un accusé de réception. J'avais vu la structure. J'avais vu l'intention. À partir de ce moment, rien de tout cela ne serait accidentel. À l'extérieur de la base, le conflit poursuivait son rythme implacable. En moi, un autre type de guerre venait de commencer. Et pour la première fois depuis le déploiement, je savais exactement combien de temps j'avais pour me préparer. Le jour, rien ne changeait dans ma routine. Je me présentais à la salle des opérations, j'examinais les flux de renseignements, je coordonnais avec les unités alliées et je prenais des décisions qui avaient des conséquences réelles au-delà des murs de la base. Personne ne remarquait rien de différent. C'était intentionnel. La nuit, quand la base se calmait enfin assez pour permettre la réflexion,
je déplaçais mon attention sur un front séparé, un front pour lequel je m'étais entraîné tout aussi soigneusement. Je ne réagissais pas émotionnellement parce que l'émotion n'était pas utile. Au lieu de cela, j'ai activé des protocoles que j'avais établis des années plus tôt. J'ai passé en revue les journaux financiers complets, tracé chaque transaction par rapport aux horodatage de communication et je les ai alignés avec l'historique des appels d'Étienne. Je ne cherchais pas d'aveu. Je cartographiais un comportement. Je ne m'étais pas préparé spécifiquement à la trahison. Je m'étais préparé à la perte de contrôle, car le contrôle est la première chose qui disparaît dans toute crise. Les virements étaient presque élégants, rien d'excessif, rien de précipité. Les montants en euros étaient assez petits pour paraître inoffensifs, espacés assez régulièrement pour suggérer la routine. Cela seul me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. La panique laisse des empreintes. Ceci n'était pas de la panique. C'était mesuré. Je me suis demandé ce qu'Étienne croyait être la situation. De son point de vue, j'étais piégé par la géographie. Je ne pouvais pas apparaître en personne. Je ne pouvais pas engager facilement une action en justice. J'étais entouré de murs classifiés et de fenêtres de communication limitées. Il croyait que ces contraintes le protégeaient. Cette supposition était la faiblesse qu'il ne voyait pas. J'ai contacté Guillaume Hollis via un canal sécurisé. Il représentait du personnel militaire depuis des années et comprenait exactement ce que le déploiement limitait et ne limitait pas. Je ne lui ai pas demandé d'agir. Je lui ai demandé d'observer, de surveiller tranquillement, d'être prêt. J'ai été clair sur une chose avant tout. Aucun compte ne devait être gelé, aucun avertissement envoyé, aucune indication que j'étais au courant de quoi que ce soit au-delà de ce qu'Étienne croyait. J'avais besoin qu'il soit à l'aise. J'avais besoin qu'il soit confiant. En ce qui concernait Étienne, son plan fonctionnait. En ce qui me concernait, chaque mouvement qu'il faisait était un autre marqueur sur une piste qu'il ne réalisait pas laisser derrière lui. Il pensait me prendre quelque chose. En réalité, il documentait ses propres étapes, une transaction à la fois. J'ai demandé à Guillaume de me mettre en contact avec Élise Morin sans cérémonie ni explication. Je n'avais pas besoin d'être rassuré. J'avais besoin de précision. Notre premier échange a été bref et factuel, dépouillé de tout ce qui était inutile. Elle a compris immédiatement quel genre de clarté je recherchais et combien la marge d'erreur était faible. En quelques jours, elle a commencé à tirer sur des fils dont je soupçonnais seulement l'existence. Ce qu'Élise a découvert a confirmé ce que mes instincts avaient déjà établi. Roxane Blanc n'était pas un nouveau nom dans ce genre de situation. Son empreinte numérique apparaissait dans des affaires antérieures qui suivaient un schéma similaire. Des familles liées au service militaire, des actifs importants, de longs déploiements et des structures financières conçues pour déplacer de l'argent discrètement pendant qu'un partenaire était inatteignable. Il ne s'agissait pas d'émotion ou d'impulsion. C'était transactionnel, calculé. Ce qu'Étienne avait présenté comme des conseils faisait partie d'un mécanisme plus large qui avait fonctionné auparavant. À mesure que l'analyse s'approfondissait, une autre couche a émergé, une qui a modifié entièrement ma façon de voir Étienne. Les enregistrements de communication montraient une initiative de sa part. Il n'était pas guidé pas à pas. Il demandait comment déplacer des fonds. Il discutait du timing, alignant ma fenêtre de déploiement avec les actions financières. Le langage n'était pas hésitant. Il était délibéré. Quelle que soit l'histoire qu'il avait pu se raconter, la preuve était claire. Il n'était pas mené. Il participait. Cette compréhension a tout changé. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas de la manipulation. C'était une décision partagée. Au fil des jours, le comportement d'Étienne a changé. Il a commencé à appeler plus fréquemment, laissant de courts messages, testant le ton, la faiblesse, la réaction. Je répondais juste assez pour rester présente, jamais assez pour révéler quoi que ce soit. Je ne l'ai pas complètement exclu. Je ne me suis pas engagé non plus. Je lui ai donné de la neutralité, et cela l'a perturbé plus que la colère n'aurait jamais pu le faire. Le suivi d'Élise montrait une activité s'accumulant vers quelque chose de plus grand. Les petits transferts étaient un prélude. La structure indiquait la préparation d'un mouvement important, la majeure partie de ce qui restait dans nos comptes communs. 60 à 70%, si cela était réalisé, modifierait fondamentalement ce qui pourrait être récupéré plus tard. J'ai compris l'équilibre immédiatement. Si j'intervenais trop tôt, il s'arrêterait. Si j'attendais, il s'engagerait pleinement.
Dans le travail de renseignement, la preuve la plus forte fait surface au moment où la confiance atteint son apogée. J'ai choisi d'attendre. La situation à l'extérieur de la base s'est intensifiée sans avertissement. Les alertes ont augmenté. Les horaires se sont resserrés. Le conflit exigeait plus d'attention, plus de précision, plus d'endurance. À l'intérieur de cette même fenêtre, la situation personnelle s'est également accélérée. Étienne et Roxane sont devenus agités. Leurs communications sont devenues plus tendues, plus rapides, plus insistantes. Élise a relayé le changement sans commentaire. Le schéma était indubitable. Roxane pressait Étienne de terminer l'étape finale. Ces messages portaient une urgence, maintenant un besoin de finir avant que quelque chose ne change. Étienne, à son tour, devenait mal à l'aise. Mon absence de réponse le perturbait plus que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Le silence supprime les points de repère. Il laisse de la place au doute. Je l'ai laissé faire son travail. J'ai rencontré Guillaume et Élise via des canaux sécurisés, alignant les délais et confirmant l'état de préparation. Il n'y aurait pas de demi-mesure, pas d'avertissement, pas d'opportunité de révision. Quand l'action viendrait, elle arriverait partout à la fois et ne laisserait aucun espace pour s'ajuster. Puis Élise a trouvé quelque chose qui a recadré entièrement la portée de l'affaire. Les structures d'entreprise de Roxane existaient bien avant qu'elle ne rencontre Étienne. Des sociétés écrans superposées à travers les juridictions, des comptes conçus pour le mouvement plutôt que pour le stockage. Ce n'était pas un incident isolé. Je n'étais pas la première cible. Cette réalisation a déplacé l'affaire au-delà de tout ce qui était personnel. Il ne s'agissait plus seulement de mon mariage ou de mes actifs. C'était un comportement organisé, répétable, évolutif et déjà en mouvement avant même que je n'entre en scène. Cette découverte a dicté les étapes suivantes. L'autorité requise s'étendrait au-delà des frontières régionales. Le timing est devenu critique. Tout dépendait du fait de les laisser croire que le plan touchait à sa fin. J'ai demandé à Guillaume de préparer chaque dossier, chaque motion, chaque notification, mais de les retenir jusqu'à ce que je donne le signal. Étienne continuait de croire que j'avais accepté le divorce sans résistance. Roxane croyait que la structure qu'elle avait construite les porterait jusqu'au bout. Aucun des deux ne comprenait que la distance sur laquelle ils comptaient m'avait donné de la clarté au lieu de limite. Au moment où ils ont enclenché l'étape finale, chaque sortie qu'ils supposaient exister avait déjà été fermée. Le message d'Élise est arrivé juste avant l'aube, mon heure, précis et sans fioriture. Étienne et Roxane avaient programmé le virement final, le mouvement de masse, le matin à Annecy. Je l'ai lu 2 fois, non pas parce que j'avais besoin de confirmer l'information, mais parce que je voulais enregistrer le moment pour moi-même. C'était le point où il croyait que je n'avais plus aucun levier. Il pensait que la distance m'avait neutralisé. Il croyait que le silence signifiait l'acceptation. J'ai autorisé Guillaume à procéder sans délai. Chaque document que nous avions préparé a été déposé simultanément devant le tribunal judiciaire. L'ordre a été donné de geler chaque compte connecté au réseau qu'Élise avait cartographié. Les dossiers de preuves ont été transmis aux enquêteurs de la brigade financière qui comprenaient déjà l'ampleur de ce qu'ils recevaient. Rien n'a été échelonné. Rien n'a été progressif. Tout a bougé en même temps, ne laissant aucun intervalle pour réagir. Le système a répondu plus vite que je ne l'avais prévu. En quelques heures, les comptes étaient verrouillés. Les transferts en cours ont calé à mi-processus. Les tentatives d'accès ont échoué à plusieurs reprises. Chaque refus consigné et horodaté. Élise suivait tout cela en temps réel, transmettant les confirmations sans commentaire. La structure a fait exactement ce pourquoi elle avait été conçue. Étienne a commencé à appeler peu de temps après. Le ton de ses messages a changé rapidement, la confiance se dissolvant dans l'urgence. Il ne posait plus de questions. Il exigeait des explications, puis plaidait pour une conversation. J'ai écouté sans m'engager. Il n'y avait rien à discuter. Tout ce qu'il avait besoin de savoir était déjà documenté. Le comportement de Roxane s'est effondré tout aussi prévisiblement. Elle a tenté d'effacer des dossiers, de couper des liens, de rediriger le blâme. Chaque mouvement précipité générait des preuves supplémentaires, élargissant la portée de l'affaire plutôt que de la contenir. J'ai regardé le schéma se dérouler avec un calme que je n'avais pas anticipé. Les partenariats ne survivent pas aux conséquences. Ils se fracturent au moment où l'autopréservation devient la priorité. Étienne a finalement envoyé un message demandant à parler en privé,
proposant une version d'arrangement personnel. J'ai refusé. À partir de ce moment, chaque échange passerait par les avocats et le tribunal. Quoi que cela ait pu être autrefois, ce n'était plus un litige conjugal. C'était devenu un dossier juridique complet, et il n'y avait pas de chemin de retour. L'enquête s'est étendue rapidement. Ce qui avait commencé avec Étienne et Roxane s'est étendu vers l'extérieur, découvrant des cas similaires qui suivaient la même structure, des noms différents, des lieux différents, le même schéma. Je n'étais pas la première personne ciblée. J'étais simplement celle qui n'avait pas détourné le regard une fois que je l'avais vu clairement. Au tribunal, le récit s'est effondré sous son propre poids. Pistes financières, emails, appels enregistrés. Mon calendrier de déploiement est allé à côté du timing des transactions, montrant exactement comment mon absence avait été calculée et exploitée. Étienne et Roxane se contredisaient à plusieurs reprises, chacun essayant de se repositionner comme moins responsable que l'autre. Le dossier ne le permettait pas. Les jugements ont été directs. Étienne a été reconnu coupable en tant que participant à une fraude financière, privé de l'accès aux actifs qu'il avait essayé de prendre et condamné selon les directives du code pénal. Roxane a reçu une peine plus longue, résultat de l'organisation, de la répétition et de l'échelle. J'ai conservé mes actifs et n'ai porté aucune responsabilité légale. Le résultat n'a pas été dramatique. Il a été définitif. Lorsque mon déploiement s'est terminé et que je suis rentré en France, il n'y a pas eu de sentiment de célébration, pas de montée de soulagement, juste le calme. Le genre qui vient quand quelque chose est complètement clos. J'ai pensé au message que j'avais envoyé depuis ce bunker. Le seul mot qui avait tout déclenché. Cela n'avait jamais été de l'acceptation. C'était un accusé de réception. J'avais vu la structure. J'avais reconnu la menace. Et j'avais déjà commencé à la démanteler. Élise et moi avons fini par construire quelque chose à partir des retombées, un cabinet conçu pour protéger les familles militaires des mêmes vulnérabilités qui avaient été utilisées contre moi. Nous avons transformé l'expérience en prévention, pas comme des représailles, mais comme une continuité. Ce que j'avais préparé pour Étienne et Roxane n'a jamais été une punition. C'était un système où il n'y avait plus de sortie à exploiter. Avec le recul, je comprends maintenant ce qui importait le plus. Le silence, lorsqu'il est choisi délibérément, a du poids. La préparation crée sa propre forme de justice. Et la vraie victoire n'était pas ce qu'ils ont perdu. C'était ce que j'ai refusé de perdre dans le processus. Cette réalisation n'est pas venue avec un soulagement. Elle est venue avec une lourdeur tranquille, le genre qui s'installe après que l'adrénaline s'est estompée, et qu'il n'y a plus rien contre quoi se battre. Quand la machine judiciaire a cessé de bouger et que le bruit s'est enfin tu, je suis resté seul avec moi-même pour la première fois depuis des mois. La guerre outre-mer était terminée. La guerre à la maison était terminée. Mais quelque chose en moi était encore éveillé, encore alerte, comme si je ne faisais pas encore confiance à la paix. Je suis retourné à Annecy sans cérémonie. Personne n'attendait à l'aéroport. Pas de bannière, pas d'étreinte, juste une voiture de location, une autoroute familière et la lente réapparition d'une vie que je ne reconnaissais plus comme la mienne. La maison semblait la même de l'extérieur. Même lumière de Porsche, même porte. Mais quand je suis entré à l'intérieur, elle semblait creuse, comme une structure qui avait survécu à son utilité. L'absence d'Étienne n'était pas dramatique. Elle était calme, les tiroirs déjà vidés, les murs déjà nus. Il s'était retiré de la même manière qu'il avait essayé de retirer l'argent. Rapidement, proprement, sans confrontation. Pendant les premières nuits, je n'ai pas beaucoup dormi. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que mon esprit continuait de tourner autour de la même question sous différents angles. À quel point avais-je failli tout mal juger? Pas la fraude, pas les preuves, mais moi-même. J'avais gagné selon tous les critères mesurables. Pourtant, la victoire ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé. Pendant ces longues nuits dans le bunker, il n'y a pas eu de montée de satisfaction, pas de libération émotionnelle, juste de la clarté. Et la clarté peut être déstabilisante quand on voit enfin à quel point les choses auraient pu facilement tourner autrement. C'est alors que les appels ont commencé, pas d'Étienne. Il a disparu, complètement conseillé de garder le silence par des gens qui parlaient maintenant en son nom. Les appels venaient d'ailleurs, d'autres conjoints de militaires, des voix calmes, des questions prudentes. Certains avaient entendu des fragments de ce qui s'était passé. D'autres avaient été référés par des avocats qui connaissaient le schéma mais ne savaient pas comment l'arrêter.
Il ne cherchait pas la vengeance. Il cherchait de la compréhension, de la réassurance, quelqu'un qui pourrait expliquer ce qu'il voyait avant qu'il ne soit trop tard. J'ai réalisé alors que ce qui m'était arrivé n'était pas rare. C'était simplement sous-signalé. Les longs déploiements créent de la distance. La distance crée de l'opportunité. Et l'opportunité attire des gens qui savent exploiter les systèmes conçus sur la confiance. Le conflit a changé à nouveau, non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Je me sentais déchiré entre vouloir clore ce chapitre complètement et reconnaître que s'éloigner signifierait laisser la même chose arriver à quelqu'un d'autre. Élise a été la première à le dire à voix haute. Nous étions assises l'une en face de l'autre dans un bureau calme, les dossiers fermés, l'affaire officiellement terminée. Elle a dit qu'il ne s'agissait pas seulement de ce qui avait été pris ou arrêté. Il s'agissait de ce qui pouvait encore être évité. Elle parlait calmement, mais je pouvais entendre l'urgence en dessous. Elle avait vu les données, la répétition, les failles dans la protection, la façon dont les familles étaient laissées exposées au moment où une personne était déployée et inatteignable. J'ai résisté au début. Je me suis dit que j'avais fini de me battre, que je voulais une vie avec moins d'alertes et moins de plans d'urgence. Mais même en le disant, je savais que ce n'était pas vrai. Je ne savais pas comment exister dans un monde où je voyais une menace clairement et choisissais de l'ignorer. Ce n'était pas qui j'étais avant Étienne, et ce n'était pas qui je deviendrais après lui. Le vrai conflit n'était plus juridique. Il était personnel. La logique me disait de passer à autre chose. L'émotion me disait de battre en retraite. Quelque chose de plus profond me disait que cette expérience avait changé la direction de ma vie, que je l'accepte ou non. J'avais perdu un mariage, mais j'avais acquis une compréhension que je ne pouvais pas désapprendre. J'avais vu avec quelle facilité la stabilité pouvait se fracturer lorsque la préparation était confondue avec la paranoïa. Le chapitre ne s'est pas terminé par une décision dramatique. Il s'est terminé par un moment plus petit. Un email d'une femme dont le mari était sur le point d'être déployé, posant une seule question qu'elle ne savait pas comment formuler correctement. Elle écrivait que quelque chose semblait clocher, mais qu'elle ne voulait pas réagir de manière excessive. Elle voulait savoir comment faire la différence entre la peur et l'intuition. J'ai fixé l'écran pendant un long moment avant de répondre parce que je savais qu'une fois que j'aurais répondu, je ne m'éloignerais pas de cela. J'y entrerais plus profondément. Et cette fois, les enjeux ne seraient pas l'argent ou le mariage. Ce seraient des gens qui me faisaient confiance pour voir ce qu'ils ne pouvaient pas encore voir. J'ai tapé ma réponse lentement, choisissant chaque mot avec le même soin que j'utilisais lorsque des vies dépendaient de la précision. Et alors que j'appuyais sur envoyer, j'ai compris quelque chose avec une certitude absolue. L'histoire qui avait commencé par une trahison ne s'était pas terminée par la justice. Elle avait seulement changé de forme, et tout ce qui viendrait ensuite testerait non pas mon intelligence, mais ma détermination à l'utiliser pour quelque chose de plus grand que moi. J'ai tapé ma réponse lentement, choisissant chaque mot avec le même soin que j'utilisais lorsque des vies dépendaient de la précision. Et alors que j'appuyais sur envoyer, j'ai compris quelque chose avec une certitude absolue. L'histoire qui avait commencé par une trahison ne s'était pas terminée par la justice. Elle avait seulement changé de forme. Et tout ce qui viendrait ensuite testerait non pas mon intelligence, mais ma détermination à l'utiliser pour quelque chose de plus grand que moi. Le moment après avoir envoyé cet email était calme, mais ce n'était pas paisible. C'était comme se tenir sur un terrain inconnu après une longue marche, sachant que le terrain devant était réel mais inexploré. Je n'étais plus en colère. Je n'étais plus en deuil non plus. Ce que je ressentais était un type de tension concentrée, le même état dans lequel j'avais l'habitude d'entrer avant une opération lorsque l'hésitation était plus dangereuse que l'action. J'avais clos un chapitre proprement, mais le coup de la clarté et la responsabilité, et je pouvais la sentir s'installer. Les réponses ont commencé à arriver en quelques heures. Pas des messages dramatiques, pas des accusations, juste des notes prudentes et retenues de personnes qui ne savaient pas si elles voyaient un problème ou si elles en imaginaient un. Une femme dont le mari était programmé pour un déploiement de 9 mois demandait s'il était normal que son conjoint insiste soudainement pour réorganiser leurs finances. Une autre a admis qu'on lui avait conseillé de ne pas poser de questions parce que cela créerait du stress avant le déploiement. Le langage était familier, trop familier. J'ai commencé à voir le conflit clairement. Il ne s'agissait pas d'arrêter des criminels ou de corriger des dommages passés. Il s'agissait d'intervenir avant que la confiance ne devienne un handicap. Les systèmes en place supposaient la bonne foi. Ils reposaient sur la proximité et la communication que les déploiements perturbaient à dessein. Et une fois cette distance existante,
trop de gens étaient invités à endurer silencieusement plutôt que de vérifier soigneusement. Ce qui me perturbait n'était pas le comportement lui-même, mais la fréquence à laquelle il n'était pas contesté. Je me suis retrouvé prise entre deux instincts. L'un me disait de rester objective, de garder des limites, d'éviter de projeter mon expérience sur les autres. L'autre me rappelait que les schémas n'ont pas besoin d'émotions pour être réels. Ils ne nécessitent que la répétition. J'ai lutté avec cette ligne plus que je ne l'espérais. Je ne voulais pas devenir quelqu'un qui voyait des menaces partout. Je refusais aussi de devenir quelqu'un qui les ignorait quand elles étaient mesurables. Élise a remarqué le changement avant que je ne dise quoi que ce soit. Elle m'a demandé directement si j'étais prête pour ce que cela exigerait. Pas légalement, personnellement. Elle m'a rappelé qu'entrer dans cet espace inviterait à l'examen minutieux, au scepticisme et à la résistance. Surtout de la part de gens qui croyaient que poser des questions était une forme de déloyauté. Elle ne me mettait pas en garde pour m'éloigner. Elle s'assurait que je comprenais le coup. Le coup n'était pas théorique. En quelques jours, j'ai reçu un message de quelqu'un lié au cercle juridique d'Étienne. Pas manifeste, pas menaçant, juste une suggestion que revisiter tout ce qui était lié à l'affaire pourrait inviter une attention inutile. C'était une pression subtile présentée comme de l'inquiétude. Je l'ai reconnue immédiatement pour ce qu'elle était, une tentative de me repousser dans le silence. C'est à ce moment-là que la lutte interne s'est résolue d'elle-même. Le courage n'est pas bruyant. Il ne s'annonce pas avec des gestes dramatiques. Parfois, c'est juste le refus de reculer quand avancer devient incommode. Je n'étais pas intéressé par les représailles ou l'exposition. J'étais intéressé par le choix, donner aux gens l'information assez tôt pour qu'ils puissent décider par eux-mêmes au lieu de découvrir trop tard que la décision avait déjà été prise pour eux. Nous avons commencé tranquillement, pas d'annonce, pas de marque, juste des conversations. Élise s'occupait du côté technique, identifiant les vulnérabilités, cartographiant les points d'entrée communs où la manipulation avait tendance à commencer. Je me suis concentré sur l'éducation, traduisant la complexité dans un langage qui n'intimidait ni n'accusait. Nous avons travaillé avec des conseillers juridiques qui comprenaient la culture militaire, des gens qui connaissaient la différence entre la paranoïa et la préparation. La résistance est venue plus vite que je ne l'espérais. Certains conjoints se hérissaient à l'idée que la vigilance était nécessaire tout court. D'autres m'accusaient de projeter de l'amertume. J'ai laissé faire. Je ne me suis pas défendu. J'ai répondu aux questions. Au fil du temps, le ton a changé. Quand les gens ont réalisé qu'il ne s'agissait pas de suspicion, mais de pouvoir d'agir, les murs se sont abaissés. Le poids émotionnel était plus lourd que n'importe quelle bataille judiciaire. Chaque conversation me forçait à revisiter des moments que j'avais déjà traités intellectuellement, mais pas complètement intégrés émotionnellement. Je devais affronter la partie de moi-même qui croyait autrefois que l'amour seul pouvait se substituer à la vérification. Non pas parce que je regrettais d'avoir fait confiance, mais parce que j'avais appris la différence entre la confiance et l'abdication. Le chapitre s'est clos lors d'un après-midi ordinaire. Je passais en revue les notes d'une consultation lorsqu'un message est arrivé de quelqu'un que je ne reconnaissais pas. L'expéditrice ne s'est pas présentée. Elle a simplement écrit qu'elle avait été référée discrètement, que sa situation était urgente et qu'elle ne savait pas à qui d'autre demander sans se mettre en danger. J'ai fixé l'écran, sentant ce resserrement familier dans ma poitrine. Pas de la peur, de l'anticipation, le sentiment que le travail dans lequel j'étais entré était sur le point d'exiger plus que des conseils et de l'analyse. J'ai fermé mon ordinateur portable, pris une respiration et attrapé mon téléphone. Certaines histoires commencent par une trahison. D'autres commencent après les retombées, quand quelqu'un décide de ne pas détourner le regard. Je ne savais pas encore jusqu'où irait ce prochain chemin. Je savais seulement que faire demi-tour n'était plus une option. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Je suis restée assise la plus longtemps que nécessaire, écoutant le calme de la pièce, consciente de combien ce silence semblait différent de celui qui avait tout déclenché. À l'époque, le silence avait été une armure. Maintenant, c'était autre chose. Réflexion, responsabilité, la compréhension que chaque choix que je ferais à partir de ce point se répercuterait vers l'extérieur, touchant des vies que je ne verrais peut-être jamais pleinement. Ce que j'ai appris à travers tout cela est simple mais pas facile. La force ne consiste pas à gagner. Il s'agit de rester intact. J'ai perdu un mariage, mais je n'ai pas perdu mon jugement. Je n'ai pas perdu ma dignité. Je ne me suis pas perdu en essayant de prouver un point ou de punir quelqu'un qui avait déjà choisi qui il était.
J'ai appris que la trahison ne vous définit pas à moins que vous ne la laissiez remodeler vos valeurs. Et la justice, la vraie justice, n'est pas bruyante. Elle est précise. Elle est calme. Elle est construite bien avant que quiconque ne réalise qu'elle est nécessaire. J'ai aussi appris que trop de gens souffrent en silence parce qu'ils pensent que poser des questions les rend faibles, soupçonneux ou ingrats. Ce n'est pas le cas. La conscience n'est pas une trahison. La préparation n'est pas de la paranoïa. Et choisir de se protéger ne signifie pas que vous aimez moins. Cela signifie que vous vous valorisez assez pour rester présent dans votre propre vie. Si vous écoutez ceci et que quelque chose dans votre poitrine se serre, si des parties de cette histoire semblent inconfortablement familières, je veux que vous sachiez que cela n'a pas été partagé pour le choc ou le drame. Cela a été partagé parce que je sais à quel point on se sent isolé de réaliser trop tard qu'on a fait confiance sans clarté. Et je sais à quel point il peut être puissant d'entendre que quelqu'un d'autre a traversé cela et en est sorti entier. Si mon histoire a résonné en vous, si elle vous a fait faire une pause ou réfléchir, j'aimerais vous demander de rester avec moi. Abonnez-vous à cette chaîne pour que ces histoires puissent atteindre les personnes qui en ont besoin avant qu'il ne soit trop tard. Laissez un commentaire, même si c'est juste un mot. Dites-moi d'où vous écoutez. Parfois, savoir que vous n'êtes pas seul change tout. Merci de m'avoir donné votre temps, votre attention et votre confiance. Ce n'était pas facile à raconter, mais certaines histoires sont faites pour être partagées non pas parce qu'elles sont confortables, mais parce qu'elles nous rappellent que nos choix comptent encore. Et tant que nous sommes prêts à voir clair et à agir délibérément, aucune trahison n'a jamais le dernier mot.